Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Frédéric Duboulet, d'Au-delà du miroir, et nous allons parler aujourd'hui des créatures légendaires, du Chupacabra et de l'homme papillon, entre autres. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Frédéric, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alain, c'est moi qui vous remercie encore une fois comme d'habitude pour votre invitation. Alors dans la clé du mystère, aujourd'hui nous allons parler des créatures légendaires. C'est bien ça? Oui, voilà, des créatures légendaires, des animaux un petit peu fantastiques qui ont hanté un petit peu les différentes civilisations qui se sont succédées. Et puis on va peut-être focaliser un petit peu plus récemment dans notre histoire parce que certaines créatures qu'on appelle créatures parce qu'elles n'ont pas été clairement identifiées, ont fait beaucoup plus de bruit. D'accord. Donc voilà pourquoi on va focaliser peut-être un petit peu plus dessus. Alors dans un premier temps, on va parler du Chupacabra et de l'homme papillon. Oui, exactement. Alors ça, c'est deux créatures bien distinctes. Donc pour en parler pour la première, le Chupacabra, qui est très très connu notamment en Amérique latine et plus particulièrement sur la zone du Mexique, de l'Argentine et notamment à Porto Rico. Donc qu'est-ce que le Chupacabra? Le Chupacabra est une créature de petite taille qui intervient majoritairement la nuit. On n'a pas beaucoup de vision en pleine journée, mais qui fait beaucoup de dégâts parce qu'il s'attaque au bétail et notamment aux ovins, tels que les chèvres, les moutons, où il fait des carnages totaux parce que c'est des actions qui lui sont attribuées, bien sûr, mais il vide ces animaux de leur sang, un petit peu comme pendant qu'on est dans les créatures, comme les vampires le font. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, mais focalisé sur les animaux. Alors c'est une catastrophe totale parce que il y a des têtes de bétail qui sont complètement disséminées. C'est plusieurs dizaines, voire des fois par centaines. Ah oui, quand même, ouais. De cadavres d'animaux qu'on retrouve. Alors de façon complètement inexpliquée parce que le jour qui arrive ça va bien et le surlendemain c'est l'hécatombe totale. Le responsable, enfin en tout cas le chef d'exploitation, va retrouver un ensemble de têtes de bétail complètement vidées de leur sang, avec souvent de traces circulaires au niveau du cou. Donc ça ressemble fortement aux vampires. Ouais. Alors est-ce qu'on l'a vu ce Chupacabra? Oui, il y a eu des témoignages beaucoup plus probants qui ont attesté l'avoir vu d'assez proche, en tout cas, pour le décrire. Alors, c'est pour ça qu'on arrive à avoir une petite description un peu plus technique et un peu plus poussée. On retrouve un être, donc comme je disais, de petite taille, de l'ordre d'à peu près, je dirais, 1m50 en gros, assez difforme. Alors après, il y a des variantes dans les témoignages, bien sûr, mais on recoupe beaucoup parce que on voit une sorte de bête, on va appeler ça une bête, très très petite, un peu poilue pour certaines descriptions, avec les yeux rouges et qui se tapierait un petit peu dans l'ombre et qui serait vraiment pas très approchable, je dirais, si on la voit comme ça, quoi. Comme un genre de singe, non? Un peu comme un singe, un peu plus trapu, un peu plus conséquent. Pour faire une analogie un petit peu avec l'ufologie, on retrouve un petit peu ce qu'on appelle les petits gris. Oui. Vous savez? Oui, tout à fait. Beaucoup confondent, beaucoup de personnes qui travaillent là-dedans, comme dans ce qu'on appelle la zoocryptologie, qui est la science de ce type de créature, détermine par exemple 2 types de Chupacabra. Un type plus extraterrestre, qu'on retrouve par exemple dans l'affaire de Virginia au Brésil, qui est un petit peu le crash de Roswell version le Brésil,
où là, ça allait beaucoup plus loin parce qu'il y a eu des témoins oculaires qui ont vu la présence de ces êtres-là, on va appeler les êtres pour pas les appeler des chupacabras ou des extraterrestres, qui se ressemblent beaucoup et qui ont sillonné le village pendant plusieurs jours. Donc là, on a affaire à un type de chupacabra qui est plus de type extraterrestre. Et puis, on a des chupacabras qui ressemblent plus à des canins, sorte de félins sans poils, complètement, un peu disproportionnés, qui n'ont pas réellement de forme. Enfin, c'est assez glauque, si vous me pardonnez l'expression. Bah oui. À des sortes Alors, beaucoup disent que c'est simplement des coyotes qui sont atteints de gale sarcoptique, qui est une maladie de la gale, une des variantes de la gale, et qui provoque ce type de vision complètement monstrueuse, quoi. Mais est-ce qu'on les a pris en photo? Alors, encore une fois, il y a des vidéos, il y a des photos qui circulent sur Internet. Ouais. Moi, vous savez, Alain, là-dessus, vous connaissez ma position. Je me méfie énormément de ces vidéos-là. Bien sûr. Parce qu'il y a à boire et à manger. Voilà. On ne sait jamais si c'est véritablement pas des montages, parce qu'aujourd'hui, avec les capacités qu'on a, on est capable de faire des bons montages. Donc, on ne sait pas réellement. Moi, je me méfie énormément. En tout cas, il y a véritablement un phénomène qui est factuel, véritable, qui est celui de ce qu'on appelle couramment aussi dans l'ufologie. Ça se rapproche beaucoup de l'ufologie quand même, sur ce qu'on appelle la mutilation animale. Donc ça, c'est un véritable phénomène parce que on retrouve des têtes de bétail qui sont complètement égorgées, vidées de leur sang et qui font beaucoup de dégâts chez les paysans du coin. Parce que les pauvres personnes se retrouvent avec tout un cheptel complètement éradiqué, quoi. Mais est-ce que les autorités du coin s'en sont préoccupées? Alors, il y a eu des enquêtes qui ont été menées, bien sûr, il y a eu des enquêtes qui ont été menées, il y a eu des éléments, mais c'est pas réellement... le chupacabra, en tant que tel, alors qu'il signifie suceur de chèvre, dans le sens suceur de sang, d'ovin, notamment de chèvre, c'est pour ça qu'il a pris ce nom-là. Ce nom est venu par une apparition dans un magazine et à l'époque où il a commencé à avoir ces phénomènes-là qui sont sortis. L'origine monte à 1992 à peu près, où on a eu les premières traces et à l'époque il s'appelait le El Vampiro de Moca. Moca était la petite ville. On a vu beaucoup de ce type d'action sur le bétail. Des morts suspectes d'animaux. Au début, on pensait à des cultes sataniques, pour vous dire. C'est de là que ce nom est apparu et qu'il a gardé, mais en tout cas dans le folklore un petit peu des personnes qui habitent en Amérique du Sud et notamment en Amérique latine, le chupacabra est très très connu. Ah oui, c'est véritablement un phénomène total. Quasiment tout le monde connaît El Chupacabra comme il l'appelle et beaucoup de personnes, ils ne rigolent pas du tout avec ça, vous voyez. Ouais, d'accord. Ah oui, c'est véritablement reconnu. En tout cas, c'est reconnu dans le folklore, un petit peu dans les échanges d'informations, de paroles. Oui. S'il y en a il y en a plusieurs forcément. Ah oui, bien sûr, il y en aurait plusieurs. Alors est-ce que après c'est une sorte de créature qui a vécu à travers les âges, qui reste tapie dans l'ombre, qui ressort que par série, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des vagues d'apparition du chupacabra et d'actions sur le bétail parce qu'ils ont besoin de sortir, parce qu'ils manquent de nourriture, etc. Là-dessus, je dirais que les positions vont au beau train. On n'a pas plus d'éléments que ça. Mais ce sont des régions assez désertiques où ces créatures pourraient vraiment se cacher, être à l'abri de l'homme? Non, c'est souvent, de toute façon, c'est souvent très très proche des cheptels, et notamment dans les zones aussi très boisées. Mais je suppose que les gens du coin vont se balader dans la forêt, à droite, à gauche, donc on peut faire peut-être une mauvaise rencontre et ces créatures peuvent se cacher. Oui, c'est notamment ce que rapportent beaucoup de témoins oculaires qui les ont vus d'assez proches, de l'espace de quelques mètres, où ils ont expliqué, et c'est là où on a des croquis, on arrive à voir un petit peu des portraits robots de la créature qui apparaissent de façon récurrente dans les zones boisées ou qui se cachent, qui se tapissent. Parce que quelques jours après, par exemple, la dissémination complète d'un cheptel, forcément, les personnes qui s'en occupent sont allées enquêter, parce qu'elles sont restées très promptoises. On n'a pas eu plus d'éléments de la part des autorités officielles. Donc forcément, les gens se mettent dedans et veulent trouver des solutions, parce que quand c'est une centaine de têtes de bétail qui disparaissent, ça fait beaucoup de dégâts, vous voyez, que ce soit financièrement ou que ce soit ne serait-ce que pour la survie de l'exploitation. Oui. Et donc ils ont enquêté, et c'est là que souvent des témoins ont relaté avoir vu ce qu'ils appellent donc le chupacabra dans des zones un petit peu, un peu sombres, terrées, qui se cachent un petit peu, et qui serait donc l'auteur de ces méfaits. Par contre, dans certaines régions françaises, il y a eu des attaques comme ça avec des troupeaux qui ont été gorgés en pleine nuit, et certains disaient que c'était des créatures justement un peu bizarres comme ça, et puis finalement il s'avérait que c'était des loups. Oui, bien sûr.
Il y a eu ce phénomène-là de loup. C'est pour ça que beaucoup aussi rapprochent ça d'extraterrestres, parce qu'ils ressemblent aussi beaucoup à des extraterrestres, notamment l'affaire de Virginia. Et puis il y a la fameuse, pour rester en France, il y a la fameuse histoire de la bête du Gévaudan. Oui. Tout à fait. Voilà. Ouais. Donc on retrouve un petit peu ces éléments-là. Il y a beaucoup de mystères, beaucoup de zones d'ombre qui traînent dessus. En tout cas, il est très connu en Amérique latine. Il fait partie véritablement de la structure et de l'ensemble des personnes, qui sont au fait de ces éléments-là. Et beaucoup de personnes en ont très peur, en tout cas. Il est qu'en Amérique latine. On l'a pas trouvé ailleurs. Majoritairement, il se situe en Amérique latine. Ouais. Par contre, effectivement, il y a des témoignages qu'on peut recouper dans d'autres zones, peut-être dans des pays qui sont plus proches de l'Asie ou des choses comme ça. Mais la plupart des témoignages les plus probants sont en Amérique latine. Alors le rapport avec les extraterrestres, ce serait des créatures qu'on aurait envoyées sur Terre comme ça? Est-ce que ça serait des rescapés de vaches de certains vaisseaux? Oui. En tout cas, dans la description qui sont faites, ils ressemblent beaucoup aux petits gris quand même. On a toujours cette forme de visage avec des grands yeux qui reviennent. Alors après, il y a des variantes, parce que certains attestent l'avoir vu avec des yeux luisants dans le noir, des yeux rouges. D'autres le voient pas forcément rouge, vous voyez, donc il y a quelques variantes. Mais dans l'ensemble des témoignages, si on les recoupe, on se rend compte qu'ils ressemblent quand même beaucoup aux petits gris. Alors certains les voient avec des poils, d'autres le font sans poils, vous voyez, il y a des variantes. D'autres l'ont plus associé à des canins d'origine un petit peu félin sans poils, comme je disais tout à l'heure. Et les derniers témoignages datent de quand? C'est très fréquent, les derniers témoignages datent des années 2000. Ah oui, c'est quand même assez récent. Oui, il y a eu ce type de présence du chupacabra. Alors après, quand il y a des mutilations animales, parce que le phénomène de mutilation animale, qui est propre aussi à l'ufologie, qui est souvent rapproché dans l'ufologie, la plupart du temps en Amérique latine, parce qu'il y en a beaucoup aussi en Amérique, surtout aux États-Unis, particulièrement dans la partie sud, souvent beaucoup de personnes crient au chupacabra quand il y a des mutilations animales. Donc les mutilations animales, vous en avez fréquemment. C'est encore un mystère. Encore un mystère. Pour le chupacabra, ça reste un mystère, mais c'est un mystère qui est quand même très connu et très reconnu. D'accord. Alors, l'homme papillon. Ça m'intrigue, l'homme papillon. L'homme papillon, ça c'est très particulier aussi. Le Mothman, comme on l'appelle dans le jargon et dans le milieu. Donc le Mothman, qu'on appelle donc l'homme papillon, parce que son descriptif des témoins qui ont pu en approcher et eu affaire à ce type de créature incroyable, fantastique, le décrivent un petit peu comme avec des ailes de papillon, dans sa corpulence générale. Mais on va voir par la suite que ça ressemble pas tout à fait à un papillon. Alors après, ça a pris ce nom-là, une fois, parce que c'est paru dans un article de presse, et puis derrière, le tout public s'en a emparé, et le nom s'en est suivi. Donc l'histoire du Mothman a fait beaucoup de bruit, surtout dans l'année 1966-1967, dans la ville de Point Pleasant aux États-Unis, en Virginie occidentale. Là, ça a fait un bruit phénoménal. Pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément de personnes, énormément de témoins qui ont expliqué avoir affaire à une créature qui est restée dans l'ombre et qu'ils ont vu s'approcher de façon très probante, alors parfois à quelques mètres de distance de certains témoins, et ça a été vu pendant toute une année, par des témoins tout à fait normaux. Oui, bien sûr. Vous voyez, pas des farfelus, pas des gens complètement perchés, si je peux me permettre l'expression. Des gens, entre guillemets, comme on dit souvent, de bonne famille, ou des pères de famille qui ont rien à voir avec ça, quelqu'un de tout à fait normal qui fait son travail et qui un matin va se retrouver nez à nez avec le fameux Mothman. Alors, ça a même inspiré un film qui s'appelle La prophétie des ombres, qui a été fait en 2002, où Richard Gere est acteur principal de ce film-là, et qui relate les événements qui se sont passés à Point Pleasant aux États-Unis pendant cette année-là. C'est une année qui a été très très chargée. Donc on retrouve des premières traces au début du 19e siècle, notamment en Chine, en ex-URSS, au Chili, en Géorgie, au Moyen-Orient, de la présence de ces Mothman, comme on les appelle. Et on peut aussi un petit peu les rapprocher de ce que les Amérindiens appellent les oiseaux tonnerres, vous savez, les Thunderbirds, qui sont censés être des hommes, avec des ailes et pouvoir voler, mais on les aperçoit, alors déjà très rarement et surtout de façon très furtive, vous voyez. Donc c'est quelque chose de véritablement un petit peu très mystérieux, parce qu'on n'a pas de description précise. On a un ensemble de témoignages qui va nous permettre de voir affaire à un homme, alors un homme parce qu'il a 2 jambes et 2 bras, quelque part, c'est pour ça qu'on dit que c'est un homme, mais avec une corpulence importante, très soigne, très noire, avec des yeux encore une fois très rouges, mais de l'ordre de peut-être 1m80, 2 mètres d'envergure, vous voyez. Ah, quand même. Ah oui, bien sûr, et avec des grandes ailes. Alors, ce Mothman a été affilié à, comment dirais-je, c'est-à-dire que quand il apparaît, souvent s'ensuit des catastrophes. Ça a été le cas de Point Pleasant, et ce qui s'est passé à Point Pleasant, c'est que à la fin donc de l'année 1967,
plus précisément le 15 décembre 1967, il y a eu l'effondrement du pont, le Silver Bridge, qui parcourt une partie de la zone de Point Pleasant, où il y a eu quand même 46 morts. Donc c'est un effondrement du pont, la structure s'est effondrée, et peu de temps avant, on a vu ce fameux Mothman qui est apparu dans divers endroits de la ville. Et souvent, les gens ont affilié l'apparition du Mothman à l'apparition de catastrophes d'envergure quand même relativement importantes. Alors c'est pareil, je suppose que les autorités ont été sur le coup. Alors les autorités ont été sur le coup, pas plus d'éléments que ça. Après, vous savez, il y a deux écoles qui se font, c'est-à-dire qu'il y a les enquêteurs qui vont avoir des éléments et qui vont considérer que effectivement on a affaire à quelque chose d'inexpliqué, ou en tout cas que les témoignages sont véritablement, peuvent s'entendre largement, parce qu'on a affaire à des gens qui sont tout à fait normaux et qui n'ont pas à aller raconter ce genre de choses-là. Et puis la deuxième école qui va balayer ça d'un revers de main en disant non, c'est de la fabulation, c'est des histoires, vous voyez. Et puis ça s'arrête là. Quoi qu'il en soit, il y a un livre qui est très intéressant sur le Mothman, qui est un livre de John Keel qui a été fait en 1975 et qui s'appelle The Mothman Prophecy. Justement, les prophéties en lien avec le Mothman, vous voyez. Oui, d'accord. C'est un petit peu l'oiseau de mauvais augure. Oui. C'est un peu le même principe. Et donc là, on a aussi un ensemble d'informations qui retracent les apparitions du Mothman à travers les âges, à travers le monde. Mais c'est vraiment, ça reste un mystère et pour l'instant, on n'a pas plus d'éléments que ça dessus. Ces dernières apparitions sont plus récentes dans l'histoire. On en a eu, par exemple, le 11 septembre 2001. Ouais. Où des photographies circulent sur Internet et des témoignages comme quoi on a vu la présence du Mothman, le fameux, proche de la zone du World Trade Center. C'est rigolo, ça me fait penser à la Dame Blanche. Ça me fait penser. Oui. Ah oui, quelque part, la Dame Blanche, elle apparaît que quand les chauffeurs sont en difficulté, enfin voilà, elle crie et puis elle sort de la voiture pour éviter un accident, quoi. Oui, bah là, est-ce que ça serait un instigateur ou est-ce que ça serait quelqu'un qui prévient? Je sais pas. Une créature sortie de monde dimensionnel qui nous côtoie, en tout cas qui est pas. Enfin, tous les témoins qui ont eu affaire de près au Mothman se sont véritablement traumatisés. Est-ce que c'est une créature vraiment en chair et en os? Alors, d'après les éléments qui sont donnés, oui. Oui, tout à fait. Qui sera en chair et en os, donc équipé d'ailes conséquentes, avec beaucoup d'envergure, capable de faire des bonds gigantesques, vous voyez, ou de passer d'un arbre à un autre, alors qu'il y a 10 mètres de distance entre les deux structures, par exemple. Non, parce qu'on pourrait croire que c'est une entité qui apparaît sous cette forme-là. C'est une possibilité. En tout cas, les gens qui disent l'avoir vu sont véritablement sincères dans leurs propos. Donc on peut se poser la question, ils sont vraiment traumatisés. Il y en a certains qui ont mis des années à expliquer ce qu'ils ont vu, vous voyez. À ce point-là, oui. Oui, c'est très marqué. Donc on en a pour... alors le 11 septembre, c'est encore une fois, c'est des photos qui circulent sur Internet. On ne sait pas réellement si c'est du lard ou du cochon, comme on dit chez nous. On n'a pas plus d'éléments que ça. Sur les clichés qui ont été pris, pourtant, ils semblent, d'après les analyses qui ont été faites par la suite, ils semblent authentiques. Donc, point d'interrogation, ça reste un petit peu un mystère. En tout cas, c'est surtout Point Pleasant qui a marqué vraiment le retour en force de l'homme papillon, parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages. Ça a duré une année totale. On l'a vu à différents endroits et puis ça s'est fini par une catastrophe, quoi. Alors, parmi ces créatures légendaires, il y a aussi le Bigfoot, le Yeti. Déjà, c'est des créatures que l'on connaît tous. On en a tous entendu parler, en tout cas. Alors, ça, c'est la référence, bien sûr. Ça, c'est clair que dans ces histoires de créatures, d'animaux légendaires, le Bigfoot, ou comme on appelle couramment le Sasquatch, il y a d'innombrables noms. C'est incroyable. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Moi, j'ai fait des recherches et j'en avais vu, parce que j'ai quand même beaucoup d'articles aussi sur le forum dédiés à ces créatures et à cette zoocryptologie, qui est la science qui s'occupe de référencer un petit peu ces zones d'animaux particuliers. On a un nombre incalculable de noms. On a le Bigfoot. Alors ça, c'est très connu parce qu'il est censé avoir des grosses empreintes de pieds. C'est pour ça qu'il a pris ce nom-là. Le Sasquatch, donc j'expliquerai rapidement après derrière pourquoi il a pris ce nom-là. Le Yeti, l'abominable homme des neiges. Il y a un ensemble de noms complètement incroyables. Et en fonction de la zone, ils ne portent pas le même nom. Ce qui paraît un peu normal parce que c'est la langue, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. On marque une pause, on revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.
Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. C'est la clé du mystère, nous sommes toujours en compagnie de Frédéric Duboulet, nous parlons des créatures légendaires. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le Bigfoot et sur le Yeti? Alors, le Bigfoot, moi je différencierais un petit peu rapidement, pour faire, on va dire simple, le Bigfoot du Yeti. Pourquoi? Parce que le Bigfoot, lui, il est plus présent dans la partie, par exemple, nord-ouest Pacifique, habitant principalement donc ces zones-là, boisées, il aurait une fourrure de couleur sombre. Alors, pour rappeler aux auditeurs ce qu'est un Bigfoot, c'est un grand singe qui est sur deux jambes, qui se tient droit et qui aurait une corpulence conséquente, c'est-à-dire à peu près 2 mètres de hauteur, quoi, en gros. Ouais. Donc on a 2 à 3 mètres de hauteur, ça varie en fonction des zones et en fonction des témoignages. En gros, quelque chose quand même de très massif, parce que de l'ordre de 200 kilos, avec des empreintes de pieds qui peuvent faire 60 cm de long et 20 cm de large, vous voyez. Finalement, là, quelque part, ça me fait penser aux géants. Oui, alors il s'appelle comme ça dans certaines contrées. Ah oui. On l'appelle le géant des forêts, ou le géant des contrées reculées, vous voyez. Donc il a effectivement une corpulence quand même vraiment impressionnante. Et donc on a des traces de ce Bigfoot. C'est très vieux, c'est très vieux parce que dans l'histoire on a ces éléments-là, mais de façon un peu plus détaillée, on retrouve par exemple avant le 19e siècle des légendes qui courent d'hommes sauvages qui kidnapperaient les enfants et qui sont associés au Bigfoot. Ouais. Donc en 1920, on a le journal canadien qui lui donc a proposé le nom de Sasquatch. C'est là que ça a apparu et qu'on a associé le Bigfoot au Sasquatch, et qui parce que est issu de la langue du peuple amérindien de la région, qui est une langue alcolmélène. Ça c'est le nom de la peuplade. Et donc c'est le nom, le Sasquatch, ça veut dire en fait l'homme des forêts dans le langage courant de la zone qui est concernée, vous voyez. Et donc, cette histoire de Bigfoot, elle est incroyable parce qu'il y a énormément de témoignages. C'est des centaines, voire quasiment peut-être pratiquement, je dirais, des milliers de témoignages de personnes différentes, de tout le bord, de tous les contrées, de tous les horizons, qui ont eu affaire à des éléments ou des traces laissées par le Bigfoot. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, on a tout exploré sur la Terre. Bien entendu, il y a des zones qui sont très boisées, comme les forêts tropicales, etc., mais quand même, on arrive avec les hélicoptères, avec tous les moyens que l'on a, on arrive à savoir ce qui s'y passe. Donc, ce qui m'étonne, c'est comment ces créatures peuvent quand même trouver la tranquillité, se cacher sans être dérangées par l'homme. Alors, ils sont présents dans les contrées très reculées, véritablement très difficiles d'accès. Seuls quelques autochtones ont toujours vécu là-bas, on va dire, de génération en génération, et ils connaissent très bien le Bigfoot d'ailleurs. Quand vous leur en parlez, pour eux, il fait partie je dirais, non pas du folklore, non pas des légendes, mais d'un animal véritablement existant. Et qui a toujours été là, mais qui se cache à la vue des hommes et qui ne veut pas, on va dire, trop avoir affaire avec les hommes, pas avoir d'interaction, mais qui est très connu. Et pour le Yeti, on va développer juste assez rapidement derrière. Là, on a affaire à quelque chose qui est plus délicat parce que c'est en forte altitude, c'est au plus haut sommet du monde, à l'Himalaya, et il n'y a pas beaucoup, de réellement de commissions d'enquête qui ont réussi à pouvoir aller véritablement dans les détails, aller dénicher, je dirais, le Yeti. Vous voyez ? Ouais, quand je vous présenterai quelques éléments rapidement tout à l'heure, qui vont fortement nous interroger quand même, parce que moi, d'après ce que j'ai pu lire, d'après ce que j'ai pu me renseigner pendant des années, parce que ça m'a beaucoup intrigué ce phénomène-là, moi je suis, en toute honnêteté, alors c'est mon avis, ça n'engage que moi, je suis persuadé que cet animal existe bel et bien. Il y a vraiment énormément de témoignages, alors des témoignages visuels de personnes qui l'ont entrevu, qui l'ont aperçu. Il y a des vidéos, il y a une vidéo qui a fait énormément de bruit, qu'on peut trouver très facilement sur Internet et qui a été encore une fois testée authentique, celle-ci, parce qu'elle a été balayée, elle a été testée à tous les niveaux, où on le voit passer en fond, c'est vraiment impressionnant, quoi. On voit véritablement un homme singe d'une structure et d'une corpulence massive qui passe, Alors, est-ce que c'est le chaînon manquant de l'évolution? Est-ce que c'est une espèce qui a survécu à travers les âges? Ça, là-dessus, on n'a pas plus d'éléments, je dirais, au niveau de la communauté scientifique. C'est vrai qu'on en a entendu parler, moi étant gamin, j'en ai entendu parler durant toute mon enfance, quoi. Ah oui, c'est très connu, Oui. Puis encore une fois, il y a beaucoup d'éléments, notamment, c'est surtout, je pense, ce qui fait le plus de bruit dans l'histoire du Bigfoot, c'est des traces de pas qui ont été trouvées. Ouais, c'est ça. On en parle souvent, ouais. Il y a une pléiade de traces de pas qui ont été découvertes
des empreintes relevées à divers endroits, donc dans les zones où il est censé vivre, et même des poils qui ont été récupérés et analysés. Ah oui. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ben, c'est là où je vais venir sur l'aspect scientifique, parce qu'au bout d'un moment, il y a quand même des commissions qui se sont créées pour aller enquêter sur ce fameux Bigfoot. Alors, il y a eu des passionnés qui se sont pris là-dedans en disant on va démontrer que le Bigfoot n'existe pas, on va démontrer qu'il existe. Et donc, ils ont relevé, par exemple, des empreintes véritablement conséquentes, donc vraiment des grosses empreintes. Et puis, donc, pour faire un parallèle avec le Yéti, parce qu'on peut considérer que c'est la même famille. Ouais. Entre le Bigfoot et le Yéti, on dirait que le Bigfoot vit plus dans les forêts et le Yéti dans les zones un peu plus enneigées, à des altitudes plus conséquentes. Mais on voit des traces de pas à pieds nus qui sont très très marquées et qui n'ont rien de faux et qui réfèrent, vous voyez, des traces de pas à pieds nus à 4800 mètres d'altitude. Faut être motivé quand même, vous voyez. Bien sûr. C'est pas moi qui irai. Voilà, c'est clair. Et surtout qu'il y a beaucoup d'alpinistes, par exemple, je vais donner quelques exemples, qui ont vu ces traces-là, ou des chercheurs qui n'étaient pas du tout là pour venir chercher le Yéti. Et ils venaient faire des études sur la faune et la flore dans les milieux extrêmes, par exemple, où ils venaient faire de l'alpinisme, tout simplement, et qui ont vu ces éléments-là, alors que la veille, il n'y avait rien du tout. Et ils ont entendu du bruit dans la nuit, et ils ont vu des traces de pas le lendemain. Donc on peut quand même se poser des questions. Oui, ils se sont fait surprendre, tout simplement. Ils se sont fait surprendre. Ouais. Et il y a beaucoup de ce témoignage-là. Mais par exemple, sur les poils, que je parlais... oui, alors, qu'est-ce que ça a donné, ces analyses et analysés, au niveau du Bigfoot, les laboratoires qui ont donné leurs conclusions expliquent que ces poils-là n'appartiennent à aucune espèce animale connue. D'accord. Vous voyez ? Donc, comme quoi, il y a bien quelque chose quand même. Il y a bien quelque chose. Alors, après, forcément, ça c'est marrant, mais c'est toujours la même chose. C'est que quelques temps après, on dit, ah bah non, en fait, tout compte fait, c'était un ours brun, les poils. Bah oui, non, mais alors pourquoi c'est ça, alors, je comprends pas. Je vais vous dire, Alain, c'est marrant parce que on dit ça, mais c'est pas étayé. Voilà. On a l'impression qu'on a démontré que le Yéti pouvait exister, parce qu'on a des éléments au niveau de l'ADN, au niveau des poils, qui démontrent qu'il y a une espèce, en tout cas, pas forcément, on va dire qu'on va pas forcément l'appeler un Bigfoot, mais une espèce inconnue qui réside dans ces lieux-là, mais que c'est pas possible. Donc il faut sortir une contre-information qui va démentir ça. Oui, mais pourquoi sortir sans arrêt des contre-informations? C'est ça. Ah bah ça c'est une bonne question. Ah oui, non mais ça je comprends pas. Ben oui, c'est complètement, des fois, c'est parfaitement illogique. Par exemple, le 5 octobre 2011, il y a eu une conférence sur le Yéti, spécialement, donc là c'est la partie plus Sibérie, au Darwin Museum de Moscou, où là, il y avait vraiment question de ces présentations, d'éléments factuels, comme des empreintes qui ne pouvaient pas être remises en question, comme des poils avec des conclusions ADN dessus, et encore une fois, il y a une grosse partie de la communauté scientifique qui va s'empresser de dire oui, mais vous tirez des conclusions hâtives, effectivement, c'est une espèce appartenant à la famille des ours. Enfin bon, vous voyez, c'est complètement incroyable, quoi. Oui, ils interprètent ce qu'ils veulent bien interpréter, quoi. Oui, parce que peut-être que ça dérange, tout simplement. Oui, mais pourquoi ça dérange en quoi exactement? Ça dérange peut-être, je sais pas, l'ordre établi, le fait qu'on considère que, d'après l'évolution des espèces, ce type d'animaux ne peut pas exister. Je sais pas, c'est la question, et c'est vrai qu'il est très, très étrange, et pourquoi ça dérange, ça. Et il n'y a pas de mal à se tromper, il n'y a pas de mal à chercher aussi, on ne connaît pas tout. Ah bah oui, exactement. On est là pour découvrir. Et tout à fait, et puis c'est le but de la véritable recherche, normalement. Tout à fait. Et vous voyez, par exemple, pour le Yéti, ça a été popularisé surtout au cours du XXe siècle, mais c'est très connu d'avant. Enfin, encore une fois, je disais, les autochtones les connaissent et leur ont donné des noms. Il y a plein de noms différents, vous voyez, on en a cité quelques-uns, mais à l'origine, le Yéti signifie Yétek, qui signifie ours de rocaille. Ça, c'est l'appellation que les autochtones ont donnée. Mais il y a le Migo, qui est l'homme sauvage, le Métek, qui est l'homme ours, le Kangmi, qui lui est l'homme des neiges, enfin voilà. Alors j'ai une petite anecdote là-dessus, vous voyez comme quoi certaines traductions peuvent prendre des proportions un petit peu incroyables. L'appellation que nous on connaît et qui a été aussi relevée avec Tintin, vous savez le Tintin. Oui. Voilà, comme où il est question du Yéti, qui est l'abominable homme des neiges, arrive d'une erreur de traduction du tibétain. À l'origine, le nom était homme sauvage des neiges. Oui. Et en fait, ça a été mal traduit par le correspondant du quotidien de l'époque, qui est un correspondant indien en 1921, et c'est devenu l'abominable homme des neiges, vous voyez. D'accord. Et il a porté cette étiquette-là, le pauvre, alors que c'est un animal comme un autre, qui fait sa vie, je dirais, et que voilà. Alors, parmi ces autres créatures légendaires, je suppose qu'il y en a certaines qui doivent aussi attirer l'attention. Ah oui, il y a des créatures complètement rocambolesques, complètement incroyables. Lesquelles? On peut en citer quelques-unes. Donc là, on a beaucoup parlé de ces animaux un petit peu poilus.
Ouais. Mais par exemple, on a aussi les grands classiques de la littérature, de la zoocryptologie, qui sont par exemple le loup-garou. Oui, alors celui-là, on le connaît tous. Ce que les gens connaissent moins, c'est l'appellation plus, entre guillemets, scientifique qu'il a, qui est le lycan, ou le lycanthrope, Oui. précisément. Et vous savez que dans les années, à peu près au 14e, 15e siècle, il y avait des gens qui pouvaient être accusés de lycanthropie. Ah oui. Ah oui, oui. Ouais. Et ça, c'est hallucinant parce que j'ai trouvé un article, alors que ça s'est véritablement passé, un petit peu malheureusement parce que la conclusion n'est pas très belle, mais le 18 janvier, par exemple, 1574, Gilles Garnier a été condamné et brûlé vif pour lycanthropie et crimes associés. Eh bien, Et donc, il a dévoré plusieurs victimes, dont des enfants. Je crois qu'il a fait 4 victimes. c'est pas étonnant qu'on s'en sort pas aujourd'hui avec les extraterrestres. On peut le dire aussi, hein, c'est sûr. Hein. C'est sûr. clair. C'est allé loin quand même, hein, parce qu'il y a eu la Cour du Ouais. Parlement Ouais. qui a pris un arrêté ouvert. Donc c'est allé très loin, quoi. Alors le loup-garou est plus connu, c'est sûr que ça fait partie des créatures qu'on connaît et qui sont aujourd'hui rentrées de façon plus fréquente dans les films, par exemple de science-fiction. Bien sûr, ouais. Récemment, bon bah voilà, hein, vous avez des films très connus. Il y a eu Wolf avec Jack Nicholson, qui est un film qui parle des loups-garous, le Comte Dracula, hein, parce que les vampires sont aussi souvent associés aux loups-garous. Hein. Ah bah justement, oui, les vampires. J'ai entendu une émission l'autre jour sur une radio, je sais plus laquelle, où il parlait des vampires, sur France Culture, je crois, où il parlait des vampires. Et ils disent que les vampires ont véritablement existé, mais qui c'était exactement ces vampires? Il y a effectivement des personnes qui disent que les vampires ont véritablement existé. Oui, oui. Je prenais l'exemple de Gilles Garnier pour le loup-garou, qui lui a véritablement dévoré des personnes humaines, et donc qui a été associé au loup-garou, parce que les loups-garous sont censés dévorer des hommes et des enfants. Ouais. Mais pour les vampires, ça a été la même chose. On a retrouvé aussi des traces de personnes qui étaient vidées de leur sang, avec 2 incisions au niveau du cou, et qu'on a donc associées à du vampirisme. Et les principaux responsables ont été pour certains délogés de chez eux et dormaient un petit peu la journée dans des coins reclus. Donc on a considéré que les vampires ont véritablement existé, comme le comte Dracula. Hein. Oui. Le comte Dracula a véritablement existé aussi. Hein. Alors, les vampires de la plaine Sylvanie, c'est une légende ou ça a vraiment existé? Je pense qu'il y a un fond de vérité, mais c'est comme dans tout en fait. Je pense qu'il y a un fond de vérité, mais que beaucoup de choses ont été amplifiées par la suite. Il y a beaucoup de choses qui ont été amplifiées de par les témoignages, de par les mythes qu'on tournait autour, de par l'engouement que ça a suscité. Ça a un petit peu, ça a enjolivé l'histoire et ça a été un petit peu exagéré, ma foi, souvent. Et puis ça a décrit aussi un petit peu le phénomène là. On parlait tout à l'heure du Mothman, l'homme papillon. En relisant un petit peu mes notes, je me suis rendu compte qu'il y a un témoignage d'une personne qui a attesté l'avoir vu donc de près et d'avoir réussi à lui échapper parce que le Mothman lui a sauté dessus, littéralement. Et lui, il a pris sa voiture parce qu'il était dans son véhicule et il a pu le semer, mais à 160 km/h. Sauf que il roulait sur une route de campagne. Oui. Ah bah ouais, mais à 160 km/h sur une route de campagne, faudra quand même m'expliquer comment il a réussi à le faire. Oui. Donc voilà, c'est ça. Oui, 160 km/h sur une route de campagne, c'est pas possible. Ah mais clairement non, c'est pas possible, parce que déjà rouler 160 sur l'autoroute, faites-le, vous allez voir, ça va très vite. Ou tout dépend de ce qu'on entend comme route de campagne. Aux États-Unis, évidemment, les routes sont beaucoup plus larges qu'ici, qu'en France, mais quand même. Bien sûr, mais là c'était censé être dans le coin de Pointe-Plaisante, dans un endroit donc pas je dirais au niveau de la structure de la route, pas adéquate pour rouler à une telle vitesse. Est-ce que ce témoignage est fiable? Eh ben moi je dirais non, c'est là où on sait pas trop. Est-ce que la personne a pas roulé à 160? Peut-être qu'il a roulé qu'à 80-90 km/h et qu'il a cru qu'il était à 160. Mais si vous voulez, ça peut être un peu pareil sur son témoignage en lui-même. Peut-être qu'il a cru voir une ombre qui l'a filé, alors que et derrière ça a été affilié à l'homme papillon qui l'a attaqué. Vous voyez, c'est tout ce phénomène d'enjolivement, qui va créer un mythe autour et qui va gonfler l'histoire et qui va faire que derrière ça prend des proportions complètement incroyables, alors que peut-être pas forcément à l'origine. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup de témoignages pour voir si les choses se recoupent. Oui, bien sûr. Alors ça a été le cas dans l'histoire du Mothman, hein, mais dans l'histoire de d'autres créatures incroyables, comme le loup-garou notamment, c'est connu depuis l'Antiquité, depuis la mythologie grecque, hein, où il y a déjà ces éléments-là. Hein. On retrouve aussi, alors il y a aussi un parallèle avec les loups mangeurs d'hommes. Oui. Loup, l'animal, hein, le loup en lui-même. Hein. Et bien sûr, effectivement, il y a eu, alors je ne sais pas si on peut dire ça un amalgame, mais il y a eu en tout cas cette fusion avec certains humains qui étaient capables de se transformer le soir de pleine lune en loup, dévoreur d'hommes et qui est devenu loup-garou, quoi. Je pense que dans ces histoires de loups, de loups-garous, justement, oui, il y a eu beaucoup d'amalgame à mon avis. Oui, bien sûr.
Bien sûr, et puis il y a aussi des rites païens qui sont associés où les hommes revêtaient des peaux et des coiffes de tête de l'animal pour s'approprier sa capacité et permettre de communiquer avec les esprits, un peu comme les chamans font, et notamment celui du loup. Alors est-ce qu'il n'y a pas eu parce que c'était pas connu, parce qu'on en avait peur, on a associé ça à certains mythes et on a créé, parce qu'on crée aussi purement des mythes autour de ça. Tout à fait, ouais, tout à fait. Donc ça c'est une forte possibilité, tout à fait. Alors en ce qui concerne les créatures légendaires, je pense que c'est terminé. Oui, encore une fois, si les gens s'intéressent, parce que c'est vrai que c'est assez intéressant, les créatures comme ça, sorties, alors soit pour certains tout droit de l'imaginaire, d'autres de mythologie, mais qui n'étaient pas réellement des mythologies, justement, imaginaires au sens propre du terme. Ouais. Il y a vraiment une pléiade de créatures, enfin il y en a beaucoup, on peut citer aussi le Kraken, donc là c'est plus dans l'eau, qui a été une histoire associée à la disparition de certains navires, et de certains gros bâtiments au niveau de la flotte, vous voyez. Il y a aussi les dragons, il y a les sirènes, il y a vraiment un ensemble de créatures comme ça qui sont présentes et qui ont toujours suivi l'homme depuis que l'homme est homme, je dirais. Certains ont la part plus belle parce qu'ils ont plus d'importance, notamment le dragon. Je parlais du dragon. Voilà. Le dragon est très très présente dans de nombreux pays. Oui, il y a un fond de vérité finalement, mais au fil du temps, j'ai l'impression que les gens aussi déforment les informations, on rajoute. Finalement, la vérité se perd quelque part. Oui, la vérité se perd quelque part, elle s'envenime, et puis elle devient, par la suite, elle devient légende. Vous savez, c'est une phrase comme ça de Tolkien, qui est l'auteur de Seigneur des Anneaux, qui disait que l'histoire à l'origine était, qui par la suite est devenue une légende, et que la légende est devenue un mythe. Tout à fait, oui. Parce que ça s'est oublié, parce que l'évolution de la planète a fait que on ne vit plus de la même façon et on n'est plus, je dirais, en phase à côtoyer ce genre de créatures. Donc ça voudrait dire que dans un passé très reculé, très lointain, peut-être qu'elles ont existé et que les hommes ont vécu avec. On a le même phénomène avec les élémentaires. Oui, absolument. Où à une époque reculée, certaines civilisations attestaient vivre en parfaite harmonie, voilà, avec ces, alors je ne sais pas si on peut l'appeler les créatures, mais en tout cas ces représentants du peuple des 4 éléments fondamentaux. Est-ce qu'il y a des ouvrages de référence ? Oui, il y a un ensemble d'ouvrages qu'on peut trouver facilement sur Amazon. Il faut surtout se rapprocher, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans l'émission, de la zoocryptologie, qui est la science. Alors attention aux sciences entre guillemets, parce que c'est pas censé être des animaux qui existent. Donc c'est un peu le paradoxe de la chose, mais qui, en tout cas, qui retrace l'ensemble des différentes créatures qu'il y a. Mais il y a véritablement un nombre incalculable de créatures. Enfin, nous, on en a beaucoup sur le forum. De tête comme ça, je pourrais pas vous les dire parce qu'il y en a tellement que ça m'est difficile de toutes les retracer. Mais on peut les trouver facilement sur le forum. Il y a une rubrique dédiée à ça. Et puis les gens peuvent regarder si ça les intéresse avec grand plaisir. Alors pour terminer, nous allons dire quelques mots sur les repas ufologiques qui ont eu lieu récemment. Oui. Merci de saisir l'opportunité de le faire et de me relancer un petit peu sur le sujet parce qu'on a réouvert les repas ufologiques donc sous la bannière officielle de l'Association des repas ufologiques français à Grenoble. Donc il y a de plus en plus de villes qui relancent un petit peu les repas ufologiques, c'est très bien, c'est une bonne chose. Moi j'ai l'opportunité de m'en occuper sur la commune de Grenoble. Donc on fait ça normalement une fois par mois. Toutes les infos sont disponibles sur le site des repas ufologiques. Donc on va dans la partie qui est réservée à Grenoble si on est intéressé par Grenoble ou une autre ville, si toutefois on n'habite pas très loin d'une ville où il y a un repas ufologique. Et donc là, ça se fait de façon mensuelle avec diverses, soit intervenants, soit conférenciers, sur divers thèmes, divers sujets qui tournent autour de l'ufologie. Alors justement, comment ça se passe concrètement un repas ufologique ? Alors un repas ufologique, c'est une libre discussion, un libre échange autour d'une table pendant un repas justement sur les thèmes de l'ufologie où chaque personne est invitée à s'exprimer librement en toute transparence sur ce qu'elle pense de l'ufologie, si elle a des questions, si elle veut simplement venir se renseigner sans forcément participer, activement, directement. Il y a plusieurs... Tout dépend des repas, tout dépend du responsable du repas, comment il alimente la chose, et puis des conférenciers qui sont présents. Souvent, on a des conférenciers qui vont développer des thèmes de l'ufologie, comme les abductions, comme les mutilations de bétail, qu'on a parlé tout à l'heure, vous voyez. Est-ce que ça amène de l'eau au moulin ?
Oui, bien sûr, ça amène de l'eau au moulin parce qu'on discute déjà de façon ouverte de ces choses-là, on les fait connaître et surtout on explique aux gens et à certains néophytes qui connaissent pas forcément que le phénomène ovni n'est pas du vent, quoi. Les ovnis, c'est pas du vent, ça existe véritablement. Il y a des véritables traces factuelles, avérées, avancées, de preuves qui démontrent que ce phénomène-là, est présent sur toute la planète depuis très longtemps et qu'il faut s'y intéresser parce que ça touche tout le monde. Alors, tout le monde peut participer à ces repas ufologiques ? Bien sûr, l'entrée est libre. L'entrée est libre, chacun paye son repas et chacun peut participer comme il a envie de le faire, de façon assidue ou de temps en temps. Toutes les infos sont données sur le site des repas ufologiques. Alors, comment réagissent les participants qui, justement, découvrent ou n'ont pas une idée précise sur le phénomène OVNI ? Je dirais que c'est un peu 50-50, mais c'est un peu comme de partout pareil. Vous allez avoir des gens qui sont contents parce qu'ils découvrent certaines choses, parce que les personnes qui étaient là avaient une connaissance assez avancée dans certains domaines. Donc ça leur a permis de se renseigner, ça leur a permis de découvrir des choses, et puis de se dire, oui, effectivement, c'est quand même incroyable de voir que, je sais pas, des militaires, des pilotes de chasse attestent de ces éléments-là, ou encore des gouvernements de façon officielle, pour donner un exemple. Et puis après, vous savez, des gens qui sont pas forcément heureux, pas très contents de la façon dont ça a été fait. Et vous savez, moi je dis, les repas ufologiques, c'est comme le reste, c'est comme la télé, hein. Vous voulez la regarder, vous la regardez, vous voulez pas la regarder, vous l'éteignez. Tout à fait. Voilà, c'est un peu comme tout, c'est la critique est facile, et puis l'art, alors l'art, entre guillemets, dans le cas présent, mais est une chose plus délicate, parce que ça prend du temps, il faut s'en occuper, il faut les mettre en route, il faut, contacter les gens, organiser, donc bon. Oui, l'organisation est longue de toute façon. Voilà. De toute façon, les renseignements, on les trouve sur le site Au-delà du Miroir, pas de problème. Alors, bien sûr, donc sur le site des repas ufologiques, pour les repas ufologiques, mais sur le site Au-delà du Miroir, qui est en lien donc avec votre radio, bien sûr, partenaire. Oui. Une rubrique dédiée pour les repas ufologiques. Voilà. Donc à la page podcast vidéo, on clique sur la bannière, on arrive Au-delà du Miroir. Voilà. C'est le moment de le lire. Voilà. Frédéric, merci d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Écoutez, encore une fois, Alain, c'est moi qui vous remercie, puisque ça a été vraiment un réel plaisir, comme à chaque fois, de toute façon. Oui. Et puis donc, je vous dis à la semaine prochaine pour de prochains sujets à traiter autour du paranormal et de l'ensemble des domaines qui peuvent être affiliés. D'accord, à la semaine prochaine. Merci, et puis au revoir à tous les auditeurs. Merci, au revoir. Fréquence Évasion.